Bonsoir, merci de suivre ce 23h dans l'actualité de ce lundi 23 octobre 2017. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté ce lundi Abidjan. Il s'est rendu à Niamey, capitale du Niger, à l'invitation de son homologue nigérien. Le chef de l'État va participer demain à la 4e réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO. Abidjan abrite depuis ce lundi le forum économique ivoiro-belge. La cérémonie d'ouverture a enregistré la présence du vice-président Daniel Cablon-Duncan et de la princesse Astrid de Belgique, à la tête d'une forte délégation d'entrepreneurs belges. Une conférence internationale s'est ouverte aujourd'hui à Genève. Elle a pour but de rassembler des fonds pour venir en aide à quelques 900 000 musulmans rohingyas réfugiés au Bangladesh. Bienvenue dans cette édition. À l'invitation de son homologue du Niger, le président Mahamadou Issoufou, le président Alassane Ouattara a foulé ce lundi le sol de Niamey, la capitale nigérienne. Le chef de l'État va prendre part à la 4e réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO. Jérôme Kofi Aboulin. Il fait partie des 4 chefs d'État à se retrouver au Niger en vue de la 4e réunion de la task force présidentielle pour ce qui concerne la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À son arrivée dans cette optique ce lundi à Niamey, la capitale nigérienne, aux environs de 17h50, heure locale, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a indiqué que l'objet de cette rencontre était pour l'essentiel d'ordre monétaire. C'est toujours un plaisir d'être à Niamey. Ici, vous savez, je me sens chez moi. Je connais bien ce pays, cette ville. Et je suis heureux d'être là pour ce sommet sur les questions monétaires de la CEDEAO. Et nous allons donc avoir des discussions fructueuses, j'en suis sûr, sous la présidence du président Issoufou. Outre la question monétaire, la situation au Togo sera évoquée à cette rencontre. C'est le président du Niger, Mahamadou Issoufou, en personne, qui a accueilli le président ivoirien à sa descente d'avion. Après avoir reçu les honneurs militaires, le président Alassane Ouattara a salué toutes les personnalités civiles, administratives et politiques présentes à l'aéroport Amani Diéouri. Il a ensuite échangé au salon d'honneur avec son homologue nigérien avant de mettre le cap sur la résidence qui lui est réservée durant son séjour au Niger. Ici, en Côte d'Ivoire, la princesse Astrid de Belgique séjourne dans la capitale économique. Elle conduit une délégation constituée d'hommes d'affaires politiques, d'hommes politiques et d'hommes d'affaires. Cette mission a été reçue cet après-midi par le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan. Les investisseurs belges sont à la conquête du marché ivoirien. Le forum économique ivoiro-belge a débuté ce matin en présence du vice-président ivoirien et de la princesse Astrid. Daniel Cablon-Duncan a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Awatouri. 214 hommes d'affaires, emmenés par la princesse Astrid, sont à Abidjan dans le cadre d'une mission économique. Il s'agit pour la Belgique, 2e importateur européen de produits ivoiriens, de raffermir ses relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. Depuis 2012, nous avons été témoins du dynamisme avec lequel le gouvernement ivoirien a mené de nombreuses réformes d'ampleur et a mis en place des institutions au service de la promotion des investissements et du développement du secteur privé. Ces initiatives ont contribué au rétablissement d'un meilleur climat des affaires. Ces efforts, Monsieur le Vice-président, ne sont pas passés inaperçus. Les acteurs belges du commerce extérieur les ont évidemment remarqués, et cela a pour conséquence de raviver la confiance dans le potentiel ivoirien. La ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, a pour sa part présenté aux chefs d'entreprise belges les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire à travers les grandes articulations du Plan national de développement 2016-2020. L'activité économique en Côte d'Ivoire est prometteuse. Malgré la chute donc du prix du cacao, les solides performances économiques se poursuivent avec une croissance projetée de 8,3% en 2017. Les perspectives à moyen terme demeurent bonnes. La présence de la mission économique de la Belgique en Côte d'Ivoire est appréciée au plus haut point. Pour le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, c'est le signe du renforcement de la coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire devient aujourd'hui et chaque jour davantage
comme une terre d'opportunités et d'investissement. C'est donc le moment d'investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous offre non seulement de réelles opportunités d'investissement, mais également une porte d'entrée idéale en Afrique en général, et en particulier au niveau des marchés régionaux de 8 pays de l'UMOA, qui ont une monnaie commune, le franc CFA. Ce marché a plus de 100 millions d'habitants. C'est le premier marché. Le deuxième marché, c'est celui donc de la CEDEAO, qui comprend donc 15 pays avec plus de 300 millions d'habitants. 3 panels sur les opportunités d'affaires dans les secteurs des infrastructures économiques, transport et logistique, agricole et agro-industrie, ainsi que des rencontres B2B ont meublé la première journée de cette mission économique de la Belgique en Côte d'Ivoire. Voici à présent quelques réactions. Elles ont été recueillies au terme de l'ouverture du forum économique ivoiro-belge. On écoute les différents intervenants. Les enjeux pour la Belgique et en particulier pour Bruxelles que je représente ici sont bien sûr de développer de plus en plus de partenariats constructifs, fructueux, durables entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de très nombreux contacts qui seront pris pendant ces 3 jours avec les 135 entreprises qui nous accompagnent, dont près de la moitié sont des entreprises bruxelloises. Et pour nous, c'est toujours une grande occasion d'accompagner la princesse dans les missions économiques de grande envergure, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons déjà des liens existants que nous voudrions bien consolider avec les entreprises locales et avec les clients locaux. Nous sommes impressionnés par le nombre et la qualité des membres de la délégation. Je pense que pratiquement tous les opérateurs potentiels ou les partenaires potentiels pourront trouver la niche ou la cible essentielle pour pouvoir faire des affaires. Ça, c'est très important. Deuxièmement, cette mission se situe à une période très importante pour la Côte d'Ivoire, notamment cette période où nous approchons vers l'émergence qui a été fixée en 2020. Il est important que nous puissions réunir toutes les conditions pour pouvoir accélérer ce processus. Ce qui nous intéresse et ce pourquoi nous sommes là, c'est de conforter et confirmer notre collaboration avec les grands acteurs qui sont Côte d'Ivoire Énergie et le BNET, qui sont en fait 2 de nos partenaires avec lesquels nous allons signer d'ici mercredi un accord de coopération. La mission économique belge a eu une séance de travail cet après-midi avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les 2 parties ont décidé d'améliorer le climat des affaires entre leurs 2 pays. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a promis de tout mettre en œuvre pour favoriser les investissements en Côte d'Ivoire. Les ministres Mamadou Sangafowa Coulibaly de l'Agriculture et Jean-Claude Brou de l'Industrie et des Mines ont eux aussi rencontré ce lundi les investisseurs belges. Il s'est agi pour eux de présenter les opportunités d'affaires dans les secteurs agricoles et de l'agro-industrie. Noé Nyanyou. La Côte d'Ivoire, première du top 5 des champions de l'agriculture en Afrique et deuxième dans le top 3 des pays les plus valorisés par les investisseurs. Des références établies. À titre d'illustration, premier pays producteur de cacao au monde, premier pays exportateur de cajou au monde, pour ne citer que ces 2 spéculations-là. Le bémol, des potentiels sont sous-exploités, aussi bien dans le secteur agricole que celui de l'agro-industrie. Tout ce que nous faisons, c'est fait avec la pluie. Tous ces résultats ont été obtenus sans maîtrise d'eau pratiquement, sans utilisation de fertilisants. Moins de 10% des productions sont utilisées avec des fertilisants. Donc le potentiel, vous pouvez l'imaginer, on peut même réduire de moitié les exploitations, les terres que nous exploitons aujourd'hui et multiplier par 3 les quantités que nous avons obtenues. L'anacarde, la situation est difficile parce que nous sommes à 6% de transformation. C'est vrai, c'est une filière qui est nouvelle par rapport au cacao, elle est plus récente, elle est en train d'être mise en place en termes de transformation, mais là nous avons un programme spécial mis en place justement dans la stratégie pour accroître la chaîne de valeur. Inviter des investisseurs à exploiter ces poches d'opportunités d'affaires. Voilà le sens des exposés des ministres Sangafowa Coulibaly de l'Agriculture et du Développement rural, Jean-Claude Brou de l'Industrie et des Mines. En plus de ces 2 membres du gouvernement, des investisseurs désormais établis en Côte d'Ivoire ont souligné leurs expériences. Une sorte de travaux dirigés pour mieux décider des potentiels investisseurs. Pour l'heure, la maîtrise de l'eau et l'amélioration de la productivité dans le secteur de la cacaoculture sont ciblées.
de toute zone vivrière qui se respecte, on a évidemment besoin d'eau en abondance pour pouvoir garantir des productions élevées et en plus faire aussi des productions en contre-saison, comme on appelle ça. Quand il y a les saisons sèches par exemple, eh bien, on garde l'accès à l'eau. Donc nous venons avec 2 produits phares. Le premier, il s'agit d'une machine qui permet de décabosser les cabosses de cacao, donc de séparer d'une façon très précise les fèves des cabosses. Cela permet d'améliorer les conditions de travail, d'alléger les conditions de travail des travailleurs et surtout de fournir une productivité assez importante. Ouvert ce lundi, ce forum économique Côte d'Ivoire-Belgique prend fin le 26 octobre prochain. Toujours ce lundi, le ministre belge des Affaires étrangères a une séance de travail avec le ministre Ali Koulibaly. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. Voilà ce qui pouvait être dit sur les activités ici à Abidjan de la mission économique belge conduite par la princesse Astrid de Belgique. Venons-en à présent au dossier de cette édition. Il soulève la question de l'extrait de naissance dans la région du Gontougo. Grâce à l'école gratuite et obligatoire initiée par le gouvernement, cette partie de la Côte d'Ivoire est fortement scolarisée. Seul problème, les extraits de naissance ne sont pas toujours déclarés. Conséquence, les enfants peinent à présenter le concours d'entrée en 6e une fois en classe de CM2. Quelle solution face à ce problème? Des réponses avec Eugène Atoubi. À l'entrée du village de Ditiyé, dans la région du Gontougo, l'école communautaire du village attend toujours que les enfants viennent remplir cette case. C'est elle qui sert de salle de classe. Ici, l'école n'est pas la priorité des populations, bien que de gros efforts continuent d'être faits pour scolariser les enfants. En revanche, les parents sont préoccupés par la question de délivrance d'actes de naissance ou jugement supplétif de leur progéniture. À l'école, il y a 230 enfants inscrits qui n'ont même pas extrait. Même ici dans la région de Gontougo, il y a des adultes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et les enfants, n'en parlons même pas. Les chiffres fournis par les autorités éducatives, croisés avec ceux des ONG travaillant dans le secteur d'éducation dans la région du Gontougo, sont édifiants. Tenez, pour l'année scolaire 2016-2017, sur 122 000 élèves, 75 000 du primaire ont été déclarés sans extrait de naissance. Plus de la moitié entrent pour la première fois dans le système scolaire. C'est pour cela que l'État a décidé que pour que les enfants viennent au CP1, on ne fasse pas de l'extrait de naissance impréalable. Quitte aux enseignants, après, de faire les démarches pour qu'on puisse avoir les extraits de naissance. Mais il faut relever que dès le CM2, une dérogation est faite aux élèves pour que ceux-ci puissent composer à l'examen avec des attestations d'identité. Sur les 3 dernières années, 2015, 2016, 2017, cette disposition a permis de sauver 2109 enfants. Autrement dit, si cette disposition n'était pas prise, ces 2109 enfants ne pouvaient pas passer l'entrée en 6e. On est frappé par une chose. Les enfants inscrits à l'école d'une année scolaire à une autre s'illustrent comme d'excellents élèves. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, le petit Abdoulaye en classe de CM1 à Bondoukou. Toujours, je disais à mes parents, quand ils me mettent à l'école, quand mon père s'en va, on dit d'envoyer mon jugement. Il cherche et puis quand il a eu travail là, c'est ça, il a dit au tonton et le tonton a fait pour moi. Puis on est parti, m'ont mis à l'école. J'avais 10 ans. Avec l'aide des autorités administratives et judiciaires, établir un extrait de naissance à cet enfant. On est en train de suivre son parcours. Si possible, même il pourra passer le CEP cette année. Entre autres cas en cours de traitement, celui de cet enfant de 9 ans en classe de CM1 à Bondoukou. Dame Kambou doit supporter chaque jour la tristesse et l'inquiétude de sa petite fille, tourmentée par l'idée qu'elle pourrait être sans identité pour longtemps et peut-être même apatride. Cet enfant, je l'ai mise à l'école. Le jument, on a tout fait, mais je n'ai pas retrouvé le jument de cet enfant où le papa a mis avant de mourir. Donc, actuellement, je cherche à faire un nouveau jument pour qu'il puisse faire les bancs. Il y a certaines localités qui sont tellement éloignées de la sous-préfecture qui font aujourd'hui que les populations qui sont dans des zones très très éloignées ne fréquentent pas les centres de santé pour les consultations prénatales. Et lorsqu'il y a des accouchements, à peine combien de femmes
pensent à venir à l'hôpital pour pouvoir accoucher. Or, quand vous regardez le processus de déclaration de naissance, il y a le certificat médical de naissance qui doit exister. Dans le village de Djiangparé, où l'accès est extrêmement difficile et où le centre de santé le plus proche se trouve à plus de 20 km du village, véritable parcours du combattant, les populations se sont organisées avec le soutien et l'assistance technique de l'ONG Soleil Levant. Objectif, déclarer toutes les naissances dans le village et, in fine, établir l'extrait de naissance des enfants, tous les enfants. On ne sait pas moins que les maris, s'il dit on a qu'à aller sur le logement. Et s'il ne fait pas? S'il ne fait pas, moi, il y a des bourrées pour faire. Nous passons toujours par la sensibilisation. La SAMFAV est même venue ici. Et nous avons fait créer ce qu'on appelle le CMF, le club de mères et élèves filles. Ça a beaucoup contribué au fait qu'il y a des enfants qui ont eu des extraits. L'exemple des CMF, club des mères, des élèves filles, a obtenu d'excellents résultats pour ce qui est de l'envoi et du maintien des filles à l'école. L'autre défi reste à en faire autant dans le domaine de l'état civil. Et pourtant, que de pesanteurs. En cause, l'environnement et les conditions de vie des populations en zone rurale, le processus même de l'établissement de l'extrait de naissance, surtout les rapports entre population et administration, source de découragement des requérants. Il y a certains qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Au lieu d'aller faire les extraits de naissance, on te promet 15 000 francs par chacun, par enfant. 15 000 francs par enfant, tu ne peux pas. Les agents d'état secondaire, vu les distances éloignées des villages, le plus souvent, ils peuvent aller pour faire les prélèvements. C'est le bénévolat. Et ils aident les parents. Donc, en les aidant, les parents doivent être à même de leur assurer le transport. Peut-être c'est quand eux, ils voient qu'ils trouvent que c'est cher. Sinon, en ville, il n'y a pas de problème. En ville, la déclaration, après, le parent, il paie son timbre et puis bon, il repart le même jour avec son extrait tout fait. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas cacher. Mais cela peut se régler si l'État lui-même réforme réellement le système. C'est le plaidoyer des ONG. D'autant que pour les populations en zone rurale, l'extrait de naissance ou jugement supplétif reste un emprunt de l'Occident. On comprend donc pourquoi, malgré les efforts de l'État relayés par les actions des ONG sur le terrain, la question de la non-déclaration des naissances, autant que celle de l'établissement de l'acte de naissance ou jugement supplétif, a atteint la cote d'alerte. Dans un autre registre, le ministre des Transports, Amadou Koné, s'est rendu dans les locaux d'une entreprise indienne de construction automobile située à Vridi. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile des transporteurs engagé en 2014 par l'État de Côte d'Ivoire. Frédéric Oulaye, Aboussanougou. Le ministre des Transports, Amadou Koné, en visite à Ashok Leyland, une société indienne spécialisée dans la fabrication d'automobiles située à Vridi. C'est cette structure qui va fournir aux transporteurs de Côte d'Ivoire plus de 3600 véhicules dans le cadre du renouvellement du parc automobile pour un investissement de 100 milliards de francs CFA. En 2016, l'accord de crédit a été signé avec Exim Bank pour 3600 véhicules que doivent livrer donc nos amis de Ashok Leyland ici. Donc nous sommes venus nous assurer que les termes donc, de la convention qui lie donc, le ministère des Transports donc, à travers le FDTR et Ashok Leyland donc, sont respectés. Il s'agit d'insister sur le service après-vente. Il s'agit également de faire en sorte que les transporteurs qui sont les clients finaux, donc les bénéficiaires, donc, soient rassurés en ce qui concerne donc, les véhicules qui vont être mis à leur disposition. Donc pour nous, il était important qu'avec les transporteurs, donc, nous fassions la visite ici. Nous sommes heureux de constater que Ashok Leyland est en train de s'installer. Les opérateurs qui souffrent du vieillissement de leurs engins sont les premiers heureux. Cette opération que le gouvernement engage aujourd'hui en faveur de notre secteur d'activité, qui est le secteur du transport routier, est une bonne opportunité pour l'industrie du transport routier en Côte d'Ivoire. Il faut noter, selon les témoignages qui nous parviennent, et ceux qui viennent de faire les différents tests avec ces véhicules, démontrent que ces véhicules ont une certaine fiabilité en termes donc, de mécanique et en termes d'électricité et surtout en termes d'endurance. C'est ce qui est le plus important.
Mais ce que nous notons et qui peut être beaucoup plus satisfaisant, c'est la disponibilité des pièces de rechange. Parce que le bon transporteur, c'est celui qui est capable de se dépanner à un temps record pour poursuivre son travail. Ashok Leyland prévoit la formation de main-d'œuvre dans le domaine de la mécanique électrique qui va durer 7 mois. Ces étudiants ingénieurs sont issus de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au chapitre politique, la plateforme de veille des femmes et des jeunes pour des élections apaisées et crédibles en Côte d'Ivoire est présidée par Salimata Porqué. Elle a procédé ce lundi à la cérémonie de lancement officiel du guide de bonnes pratiques électorales. L'organisation est en collaboration avec d'autres ONG. À travers cette démarche, elle entend remettre à la disposition des parties prenantes au processus électoral le guide, mais aussi formaliser la plateforme mise en place depuis l'élection présidentielle de 2015. Le Parti ivoirien des travailleurs restructure ses bases. Le président du PIT a investi aujourd'hui les délégués départementaux et sous-préfectoraux de la région du Bélier à son siège assis à Adjamé, 220 logements. Leur mission, faire rayonner le Parti ivoirien des travailleurs dans cette région du pays. Abou Sanogo. Le Parti ivoirien des travailleurs sonne la remobilisation. Première étape, la réorganisation de ces structures. Les délégués départementaux, sous-préfectoraux et communaux de la région du Bélier et les coordinations régionales ont été investis en présence du président du Parti ivoirien des travailleurs, Joseph Seka Seka. Leur mission, contribuer à élargir les bases de leur parti et faire en sorte qu'il retrouve son dynamisme d'antan. Il faut implanter le PIT dans les départements qui constituent cette région du Bélier. Et je pense que c'est un travail important, un travail lourd, mais on sera à la hauteur. La politique telle qu'elle est faite, le PIT veut insuffler un sang nouveau à cette politique-là, afin que nous puissions rassembler l'ensemble des Ivoiriens sur un idéal commun. Le président du PIT a exhorté les délégués départementaux à s'investir pour une cohésion totale entre les militants. Il leur a demandé d'œuvrer à la naissance d'un PIT nouveau. En politique, il y a de temps en temps un relâchement qui fait que certains militants prennent quelques distances. Et donc la mission que nous leur avons donnée, c'est d'aller vers les militants qui ont pris un peu de recul, de les rassembler, de remettre les structures au travail. Et ça, je compte sur eux pour le faire, pour que tous les militants qui, pour une raison ou pour une autre, ont pris un peu de distance, se remettent dans le bain, se remettent au travail pour le compte du PIT. Le président Joseph Seka Seka effectuera une tournée de remobilisation dans plusieurs régions du pays pour poursuivre la restructuration entreprise par la haute direction du Parti ivoirien des travailleurs. Parlons développement. Le peuple Agni s'est retrouvé le week-end dernier à Assié-Kouamassi, dans le département de Bongouanou, pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Une journée d'hommage et de soutien au chef de l'État pour ses actions de développement et de paix. Mamadou Kwasi. Venus de tous les villages et hameaux du département de Bongouanou, les populations avec à leur tête les chefs de village et de communautés ont pris d'assaut la place publique de la sous-préfecture d'Assié-Kouamassi. Ces populations veulent à travers cette mobilisation traduire au chef de l'État, Alassane Ouattara, leur soutien et leur attachement pour ses actions de développement et de paix en Côte d'Ivoire. Une expression de reconnaissance au président de la République pour les nombreux chantiers de développement ouverts dans leur région. Cela se traduit par la construction de centres de santé, d'écoles primaires, de collèges, ainsi que l'adduction en eau potable et l'électrification rurale. Le clou de toutes ces actions, la réfection de l'axe à Coupé-Kotobi et la promotion des cadres. Pour nous, les cadres du Moronou, le président Alassane Ouattara doit être un repère, une boussole sûre. Et la route de l'axe Kotobi à Coupé est la voie de l'émergence du Moronou. Donc, dire merci à Ado est le minimum de reconnaissance. Le colonel-major Tano Bertin, président de la mutuelle de développement d'Assié-Kouamassi, a également exhorté sa population au renforcement de la cohésion sociale en vue de soutenir les initiatives de paix et de développement entreprises par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette journée de soutien au président de la République est à la fois la commémoration du 3e anniversaire du jumelage de la sous-préfecture d'Assié-Kouamassi dans le département de Bongouanou et le village de Lataha Seridiakaha dans le département de Korogo. Un jumelage porté sur des échanges culturels entre les peuples Agni et Sénoufo.
Satisfait des actions de ce jumelage, Soro Yabmani, directeur général des eaux et forêts, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, a félicité le peuple agni pour ses efforts consentis dans la préservation des valeurs de paix. Il a également souhaité que ces actions se poursuivent en vue de maintenir le climat de paix en Côte d'Ivoire. Des propos soutenus par le secrétaire général de la préfecture de Bongouanou qui encourage ce genre de jumelage entre les collectivités ivoiriennes. En santé, le comité multisectoriel de pilotage d'ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, s'est réuni ce lundi pour faire le point de ses activités. Il a pour mission d'aider à lever tous les points de blocage éventuels tout au long du processus. Certains ministères, dont le ministère de la Communication, sont engagés à faire la promotion de l'événement. La conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique est prévue du 4 au 9 décembre prochain à Abidjan. Fidèle Aigné, Delphine Gla. ICASA 2017. Les réunions se suivent et s'accélèrent. Première réunion du comité multisectoriel de pilotage. Les défis sont nombreux. Le volet touristique que nous devions relever. Nous avons également un volet, hôtelier. Nous avons également un autre aspect qui est fondamental, la sécurité. Qu'est-ce que nous mettons en place? Il y a le visa. Est-ce que nous pourrions, sur place, accorder les visas directement à l'aéroport comme nous l'avons fait déjà dans d'autres activités? Donc il y a plusieurs volets qui nécessitent que nous nous retrouvions. Bien sûr, mettre en place des sous-commissions qui vont être la partie, bien sûr, exécutive du déroulé de la conférence. La conférence sur le sida et les IST en Afrique, c'est dans 43 jours. Mais avant, 2 présentations. L'exposé du secrétariat local pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux, suivi de la présentation du comité multisectoriel de pilotage d'ICASA 2017. Comité qui a pour mission d'aider à lever tous les points de blocage éventuels tout au long du processus. Et enfin, place aux contributions et autres expertises. Quand on parle de Côte d'Ivoire Tourisme, on parle de l'image. Vous avez décidé de faire des pagnes. Madame la ministre, c'est très pragmatique. Nous mettons à disposition 2 voire 3 quarts VIP. Nous avons des techniciens d'accueil qui font le travail. Des engagements ont été pris par les ministères, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les collectivités locales et la société civile. Le travail de base fait, chaque acteur a décidé de se l'approprier pour que l'organisation d'ICASA 2017 à Abidjan du 4 au 9 décembre soit un succès. On met le cap sur la ville de Korogo. 8000 personnes malades du rhumatisme et des affections associées bénéficient d'une prise en charge. C'est une initiative de la mairie de Korogo en collaboration avec la Société ivoirienne de rhumatologie. Mamadou Kwasi. Le rhumatisme est un terme donné à toutes les maladies responsables de douleurs ou d'inflammation affectant les articulations comme les tendons et les ligaments. Cette maladie connaît une proportion importante en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région du Poro. En collaboration avec la Société ivoirienne de rhumatologie, la mairie de Korogo a organisé des journées de consultation médicale. Pendant 5 jours, 8000 personnes de la ville de Korogo et des villages environnants souffrant de cette maladie ont été dépistées par 14 médecins spécialistes en rhumatologie. Les cas les plus importants constatés sont le rhumatisme, l'arthrose, la lombalgie et la sciatique. Ces séances de consultation ont été suivies d'une conférence publique au cours de laquelle le professeur Edmond Eti, président de la Société ivoirienne de rhumatologie, a sensibilisé la population sur les causes, les conséquences et les recommandations liées au rhumatisme. Le conférencier a par ailleurs recommandé aux populations d'adopter de bons comportements et des attitudes physiques. Des examens radiologiques et biologiques ont été faits, ainsi que des médicaments offerts gracieusement aux malades. Dr Moustapha Sissé a, au nom du maire Amadou Gon Coulibaly, indiqué que le conseil municipal de Korogo a fait de la santé et du social des axes prioritaires de sa politique de développement. C'est par une marche qu'ont pris fin ces journées médicales sur le rhumatisme pour dire non à cette maladie à Korogo. À l'étranger, une conférence internationale s'est ouverte aujourd'hui à Genève. Elle vise à rassembler des fonds pour venir en aide à quelques 900 000 musulmans rohingyas réfugiés au Bangladesh après avoir fui les violences dont ils sont victimes en Birmanie, pays majoritairement bouddhiste. La conférence de promesses pour la crise des réfugiés rohingyas, organisée par l'ONU, l'Union européenne et le Koweït, s'est fixée pour objectif de collecter un total de 434 millions de dollars d'ici à février 2018, dont 100 millions ont déjà été versés ou promis.
Un mot de religion pour terminer. Batrès est un village situé dans la région de Lourdes. Cette localité a une histoire avec Sainte Bernadette, une fille de 14 ans à qui la Vierge Marie est apparue 18 fois. Le village est visité chaque année par de nombreux pèlerins. Cette année, des pèlerins étaient dans ce village pour comprendre l'histoire de cette petite ville devenue sainte aujourd'hui. Grâce Kando. Batrès est une localité située à une dizaine de kilomètres de Lourdes. Ce village est chaque année visité par de nombreux pèlerins. Deux raisons expliquent ces visites à Batrès. Première, Bernadette y a été placée en nourrice alors que sa mère brûlée au sein ne pouvait pas l'alerter. Deuxième, la famille Soubirous, devenue très pauvre et ne pouvant pas nourrir plusieurs enfants, a envoyé Bernadette chez son ancienne nourrice. En retour, la petite devrait garder les moutons dans une bergerie près du village. C'est l'occasion de penser à tous ces enfants-là qui souffrent dans le silence. Dans les maisons, il y a des filles qu'on confie à des personnes qui souffrent, qui se lèvent à 3 h du matin pour balayer la maison. Parfois, bon, même si des choses se pètent dans la maison, on les accuse injustement. Malheureusement, on n'a pas de choix. Le parcours a été fait par les pèlerins. De par sa détermination, sa foi, cela nous permet aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, après des milliers d'années, de venir ici pour notre reconversion et demander à Notre-Dame de Lourdes toutes les grâces dont nous avons besoin pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays, pour les Africains et pour tout le monde entier. Prières, récitation du chapelet, louanges ont marqué la visite des pèlerins à la bergerie de Sainte Bernadette à Batrès. Fin de ce 23h, merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée, à très bientôt.